On est donc de retour et nous évoquions tantôt le Mali où le président a tendu la main pour un gouvernement d'union nationale, main tendue, rejetée par les contestataires. On était donc sur quel était le rôle de la CEDEAO. Le mouvement M5 estime qu'elle n'a tenu aucun compte de la source de tous les maux du Mali, la source qui est Ibeka finalement. Non, la source ne saurait être Ibeka. Donc la source, ce sont des acteurs politiques. Et en second plan, les acteurs de la société civile qui jouent le rôle de tampon. Parce qu'à un certain moment, les acteurs de la société civile mettent la pression sur les gouvernants pour que les choses puissent évoluer. Donc Ibeka ne saurait être considéré comme l'unique source de tous les maux du Mali. Donc tous les acteurs sont concernés. Donc on en a même vu des premiers ministres qui ont exercé du côté du Mali, qui aujourd'hui sont décriés, qui sont critiqués. Donc c'est dire que c'est toute une somme. C'est la situation que vit le Mali aujourd'hui n'est que l'expression de la gloutonnerie des acteurs politiques tous rassemblés. En même temps, lorsque vous êtes président et que, par exemple, dans votre pays, le nord et le centre, quasiment vous échappent en matière sécuritaire, les attentats se multiplient tout le temps. Vous avez évoqué tantôt la crise des enseignants, les écoles, plusieurs écoles ne fonctionnent plus au niveau du Mali. Quand on vient côté corruption, elle gangrène toute la société malienne. Tout cela, est-ce qu'on peut encore dire que vous avez vraiment le contrôle de la situation ? Oui, puisqu'il est encore président de la République. Alors nous parlons, Ibeka est toujours le chef de l'État malien. Donc il estime avoir le contrôle de la situation. Il bénéficie de la confiance des acteurs politiques, il bénéficie de la confiance de l'armée malienne et de ses militants qui le portent encore dans leur cœur aujourd'hui. Donc il est le premier décideur et c'est lui qui dirige le pays. Mais derrière cette façade, il y a aussi cette faiblesse qu'il manifeste à s'imposer véritablement en tant que président de la République. Et pour s'imposer aux Maliens, c'est très simple, c'est de trouver des solutions à toutes les questions que se posent ces Maliens-là. Alors, vous savez, aujourd'hui, la corruption au Mali, c'est terrifiant. Sur les 3 derniers gouvernements ou sous les 3 derniers chefs d'État, le Mali n'a jamais été aussi corrompu que sous Ibeka. Alors que Ibeka, en venant aux affaires à la première élection, à son premier mandat, il était venu pour porter l'espoir des Maliens. Et cet espoir, il l'avait porté au premier mandat. Mais malheureusement, beaucoup de questions sont restées non résolues. La question du terrorisme, véritablement, qui a été son point faible. C'est sur cette question que les Maliens n'ont pas retrouvé cette force ou cette capacité de Ibeka à juguler cette crise-là. Et donc aujourd'hui, que la crise s'est élargie dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines également, les Maliens se demandent s'il a véritablement le contrôle de la situation et s'il est aujourd'hui l'homme par qui le Mali va retrouver la paix et la sécurité. En face, les résultats qu'on voit tous les jours ne vont pas à son avantage. Et ça fait que lorsqu'il y a des appels qui sont lancés pour manifester contre son départ, beaucoup de Maliens sortent pour véritablement sortir en eux cette lassitude-là, cette fatigue. Ils sont fatigués de leur président. Ils ne comptent plus sur lui, ils n'ont plus confiance en lui. Ils lui demandent tout simplement de partir, sauf qu'il est venu aux affaires par des élections et ce n'est pas à la population de le faire partir. Mais je crois aussi qu'il faudrait qu'il fasse très attention parce qu'à tout moment, ça peut basculer. S'il arrive un moment où la situation n'est plus tellement maîtrisable par l'ensemble de tous ces acteurs, ça risquerait de se retourner contre lui. Le Mali, on connaît aussi un peu l'histoire du Mali. On sait ce qui est arrivé à ATT, qui était, je pense, à 2 ou 3 mois de la fin de son mandat. Avec le pouvoir d'Ibeka, il y a seulement quelques mois, des rumeurs de coup d'État ont commencé par circuler. Rumeurs rapidement démenties par la présidence. Aujourd'hui, avec le pourrissement de la situation, vous pensez que l'armée n'est pas en embuscade en train d'affûter ses armes ? C'est possible comme non. C'est possible comme non parce que il faudrait également interroger le silence de l'armée dans tout ce qui se passe du côté du Mali aujourd'hui. Et vous savez, l'armée malienne est fragilisée aussi
dans ces stratégies de lutte contre le terrorisme. Parce que n'arrivant pas à bout de ce phénomène, donc cela a fragilisé beaucoup l'armée. Et l'armée malienne, c'est une armée qui, je ne dirais pas qu'il n'a pas les moyens nécessaires de sa politique, mais c'est une armée même qui n'arrivait pas à s'imposer véritablement comme cela se devait. C'est vrai, donc quand on veut parler de Moussa Traoré, donc on va vous dire que Moussa Traoré était un général, donc qu'il comprenait beaucoup plus le langage des ATT, qu'il comprenait beaucoup plus le langage militaire qu'aujourd'hui monsieur Keïta. Mais je ne pense pas qu'à ce stade que l'armée malienne puisse envisager un coup d'État. Maintenant, si monsieur ATT aussi n'a pas cette confiance, il ne pose pas les pieds là où il le fallait rapidement, peut-être que ça peut donner des idées. Mais à ce jour, à ce stade, donc je ne pense pas qu'on puisse aller sur cette piste entre griffes de prise de responsabilité d'une certaine armée malienne. On va continuer maintenant avec notre second sujet, c'est la Côte d'Ivoire que nous abordons maintenant. Sans surprise, Henri Konan Bédié, 86 ans, a accepté d'être candidat à l'investiture du Parti démocratique panafricain PDCI, Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, PDCI, pour la présidentielle d'octobre. Une décision officialisée samedi à Abidjan, une cérémonie millimétrée. Des participants triés sur le volet en raison de la pandémie à coronavirus. 3 interventions brèves et le faux suspense entretenu ces derniers mois a pris fin. C'est Ghislain Laoré Tchelbi, présenté comme le plus jeune des délégués départementaux du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui a ouvert le bal samedi 20 juin. Monsieur le Président, les membres du secrétariat exécutif, les vice-présidents du parti, les délégués départementaux et communaux, les responsables des structures spécialisées vous demandent avec insistance de faire acte de candidature à la convention de désignation du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle du 31 octobre, a-t-il donc déclaré sous les applaudissements de la quarantaine de participants qui étaient présents au domicile de Henri Konan Bédié. Lui ne s'est pas fait prier, il a facilement accepté. Moi, là, il y a une curiosité, David Jagbavi, c'est que je l'ai dit, Konan Bédié a 86 ans et ces nonagénaires, ces octogénaires, quand on voit aujourd'hui cette jeunesse africaine bouillonnante qui a envie de prendre des responsabilités, comment vous comprenez que ce soit le plus jeune des délégués du PDCI qui demande aux vieux d'être à nouveau candidat? Non, mais ils ne sont pas sérieux. Non, désolé, Bédié n'est pas sérieux. Ce n'est pas bien ce qu'il est en train de faire. Il ne faut pas, faire ça à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse africaine. Aujourd'hui, le monde bouge beaucoup. Moi, quand on parle de surprise, je dis non, il n'y avait pas de surprise. C'était lui, il faisait tout ça pour ça. À 86 ans, je pense qu'en Afrique, on est ce qu'on appelle un sage et on se repose, on est consulté par ces jeunes générations qui viennent vous voir. Mais Bédié, à 86 ans, moi j'ai eu pitié de lui la dernière fois. Ça me dit quand j'ai vu les images, quand j'ai appris l'information, j'ai été sidéré. Et c'était la même réaction que beaucoup d'Africains qui aspirent à une prise de conscience collective de la part de ces dirigeants de formation politique ici en Afrique. Alors Bédié, c'est un rancunier. S'il accepte de revenir au devant de la scène politique et accepter d'être candidat du PDCI, je dis qu'il est rancunier. Ce n'est pas bien. Rancunier dans ce sens. Jamais il a digéré. On sait comment il est parti. Il n'a jamais accepté cela. En 2010, quand il s'est présenté aux élections présidentielles, il a dit qu'on l'a volé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Bédié porte? C'est vrai qu'il a une brillante carrière politique. Il a succédé à Houphouët-Boigny pour éviter que la Côte d'Ivoire tombe dans l'abîme. Il a été renvoyé parce qu'il n'arrivait pas à gérer certains dossiers. Mais depuis qu'il est parti, il n'a jamais digéré son départ. Et aujourd'hui, à 86 ans, il estime avoir la force nécessaire pour revenir aux affaires. Pour faire quoi? Et cette jeunesse bouillonnante dont vous parlez, ces compétences qui sont remplies au sein de cette formation politique. Allégeance, oui, mais c'est une imposition. Déjà, vous organisez un congrès chez vous à la maison
Ce n'est pas respectueux de votre formation politique. Ce n'est pas respectueux de vos militants. Même s'il y a une crise sanitaire aujourd'hui, mais prenez, allez dans un endroit neutre, allez dans un hôtel, allez quelque part. Vous amenez des gens chez vous à la maison et vous vous imposez à ces jeunes-là. Personne n'a demandé à Bédié d'être candidat du PDCI. Il s'est imposé et personne ne devait parler. Beaucoup de candidats potentiels se sont retirés par force. On a vu 2 noms avaient circulé. Oui, Jean-Louis Billon, Thierry Tanon. Voilà. Ils se sont retirés au dernier moment. Mais moi, j'ai honte. J'ai honte de cette génération de vieux dirigeants de formation politique africains qui cherchent à s'accrocher encore au peu de force qui leur reste. Et ça m'étouffe. Ça étouffe beaucoup d'Africains. Et en cela, samedi, j'entendais quelqu'un dire, si c'est pour ça, autant faire revenir Alassane Ouattara, autant continuer dans cette monarchisation. Oui, mais il a 76 ans, 77, mais c'est terrible. Si je ne m'abuse. Bédié aujourd'hui, en toute honnêteté, j'ai eu honte pour lui. C'est un homme que je respecte beaucoup pour ses convictions politiques, etc. Mais j'ai vraiment eu honte. Je me suis dit, il faisait tout ça pour ça. C'était l'interrogation que je me suis posée. Écoutez, qu'est-ce que dit Jean-Louis Billon, qui fait partie de ces jeunes dont le nom est revenu? Je retire ma candidature et je demande à tous les jeunes de s'aligner derrière vous pour mener le combat et vous apporter la victoire. C'est ce qu'il a dit au doyen. Et à la réunion, il y avait également Thierry Tanon, dont le nom aussi avait circulé, qui est jeune. Les deux, Jean-Louis Billon, Thierry Tanon, sont présentés comme les jeunes présidentiables du PDCI, mais qui disent on s'aligne derrière le doyen. C'est là où il faut interroger la jeunesse. On prend la jeunesse dans sa globalité. Est-ce que cette jeunesse-là, n'est pas irresponsable? Parce que venant, et la mise en scène a été bien faite pour ridiculiser cette jeunesse-là par l'entremise de ceux qui se sont exprimés. Et que ça soit Jean-Louis Billon, Thierry Tanon, que l'autre qui a sorti, Ghislain Laoré, qui a sorti cette motion de soutien déguisée. Donc moi je dis, c'est vrai, mais est-ce que les gens vont continuer par croire en cette jeunesse-là? Parce que la jeunesse, nous réclamons que les vieux nous cèdent leur place, qu'on a les potentialités pour gérer les choses, mais du moment où les occasions s'offrent, donc nous préférons penser à nous-mêmes, à nos intérêts personnels, qu'on sacrifie toute une jeunesse. Donc moi je dis, ces 3 types-là sont aujourd'hui la honte même de cette jeunesse au sein de du PDCI. Et partant, ça fait la honte, ça jette du discrédit sur la jeunesse africaine qui veut s'assumer, qui veut prendre ses responsabilités. Donc c'est dire que ce sont des gens qui n'ont jamais pensé par eux-mêmes, mais qui pensaient par les couloirs de ces vieux politiques-là qui ne veulent pas lâcher prise. Donc aujourd'hui même, à la place de monsieur Henri Konan Bédié, donc ça devrait être, disons, la honte. Le monsieur même devait avoir honte. Donc les gens donnent implicitement raison à Alassane Ouattara. Il nous en souvient que monsieur Ouattara, au début de ce processus, a dit qu'il partirait et qu'il voudrait voir aussi tous les vieux partir. Ouais. Mais aujourd'hui, mais ils sont en train de donner raison à un certain Alassane Ouattara, qui les connaît mieux, qui sait que ce sont des gens qui sont cupides. Et ce sont des gens qui ne pensent, même s'ils parlent, et s'ils font des théories, des discours assez élogieux à l'endroit de la jeunesse, en fait, ils ne portent pas cette jeunesse-là dans leur cœur. Sinon, un certain Henri Konan Bédié, à 86 ans, est né de Ouattara de plus de 9 ans, ne pourrait pas dire que parce qu'il y a une certaine jeunesse qui est manipulée, qui voudrait me voir au perchoir, donc je vais y aller, au lieu d'être sage et d'œuvrer dans ce nid de sagesse en disant non, avec l'âge, donc je peux être un bon conseiller, mais choisissons quelqu'un qui soit beaucoup plus représentatif pour cette jeunesse-là. Donc je crois que c'est un vieux qui veut mourir, mais qui ne veut pas léguer une certaine dose de sagesse. Et on peut même aller loin en se demandant, est-ce que M. Konan Bédié a ce minimum de sagesse? Parce que ce minimum de sagesse, de conscience, aurait voulu qu'il ne fasse pas ce cinéma-là, parce que c'est la honte. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu à avoir comme gloire?
Donc ça fait la honte. Et ça repose le problème même de la prise de responsabilité de la jeunesse ou bien de nos jeunesses africaines lorsque on nous donne l'opportunité. Les vieux, le message et les propos d'Alassane Ouattara, moi, je l'avais analysé dans ce sens-là que Ouattara appelait la jeunesse à jouer sa partition au sein de nos formations politiques. Voilà que c'est cette même jeunesse qui hypothèque cela. Et cela va se dupliquer dans nos autres pays. Mais M. Kona Bédié, lui-même en personne, devrait avoir honte. Parce qu'il fait la honte même de ceux qui s'estiment sages. Dans la réponse que l'ancien président Bédié a donnée, il dit « Je reçois cette demande de candidature comme une mission de salut découlant d'une attente forte de la base, m'imposant ainsi l'obligation d'être candidat lors de cette convention. » Quand on veut simplement dépassionner les choses, dans l'arène politique aujourd'hui ivoirienne, qui d'autre, à part Bédié, dans le PDCI, peut mobiliser comme lui? Il y en a. Il y a des compétences, il y a des jeunes. Vous savez, le PDCI s'est vidé de toutes ses valeurs essentielles. Ils sont tous allés chez Ouattara. Oui, c'est ce qui impose finalement. Parce qu'ils avaient compris très tôt. Reprennent le devant des choses. Vous savez, même si Bédié est derrière, le PDCI restera toujours ce qu'il est. Les Billon, les Tano, etc. Mais c'est des potentialités énormes. C'est des gens qui sont capables de porter le flambeau de l'héritage politique de Bédié. Et quand Bédié sera derrière, c'est le PDCI qui va aller de victoire en victoire. Vous avez vu un peu ce que représente aujourd'hui Laurent Gbagbo pour les militants de son parti politique. Vous voyez un peu ce que représente Alassane Ouattara aujourd'hui pour les militants de son parti politique. Mais Bédié qui reçoit cet appel comme une mission, je dis, c'est de la pure provocation. C'est se foutre de la gueule des Ivoiriens, excusez-moi le terme. Mais c'est terrible. Bédié, aujourd'hui, est en train de traîner au sol le peu de valeur qui lui restait, le peu de respect qui lui restait. Moi, j'ai jamais compris, quoi. J'ai jamais compris que Bédié, en toute honnêteté, c'est vrai que beaucoup de ces militants avaient très tôt compris la ruse de cet homme-là, puisque à aucun moment il n'a jamais voulu céder un petit millimètre de son pouvoir à la jeunesse. Et beaucoup n'ont pas compris pourquoi. Et donc, conséquence, ils sont partis. Ils ont quitté le PDCI pour rejoindre l'autre bord. Ceux qui sont restés avec lui espéraient qu'au moment venu, Bédié comprendrait la nécessité de passer le pouvoir. Mais je suis outré, quoi. Qu'est-ce que Bédié, à 86 ans d'âge, peut apporter? Vous savez, la fonction d'un président, ça ronge, ça abîme, ça use. Mais ça vous finit en 5 ans. Et à 86 ans, s'il arrive au pouvoir, déjà je doute fort parce que les Ivoiriens ne veulent plus avoir affaire à des vieux. Si vous arrivez au pouvoir, vous aurez affaire combien d'années? Vous préférez vous tuer à petit feu parce qu'en face, vous avez une mission de reprendre le pouvoir. Mais non, Bédié a déjà écrit l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Quand il a succédé à Houphouët, il fallait que ce soit lui pour apaiser et calmer la Côte d'Ivoire au décès de Houphouët-Boigny. Et il a fait ce qu'il pouvait faire. Et donc, il est parti par les armes parce que l'armée a voulu qu'il parte. Il a gardé cette haine-là en lui pendant très longtemps. C'est un revanchard. Et donc, il s'est dit, c'est le bon moment. Moi, je me rappelle, au cours d'une de ces interviews qu'il avait accordées à nos confrères de Jeune Afrique, il disait, la question lui a été posée de savoir, est-ce que il sera le porte-flambeau du PDCI aux prochaines élections? Il a dit, si son âge le lui permet. Mais vous vous imaginez que quelqu'un vous donne une réponse comme ça, alors qu'en face, on parle de nouvelle génération, alors qu'en face, on parle de métamorphose de la classe politique, alors qu'en face, on parle de ce désir de voir changer les choses. Aujourd'hui, Bédié, en tout cas, les élections, c'est dans peu de temps, avec l'espoir que les choses pourraient changer. Je pense qu'en portant le choix sur la candidature
Henri Konan Bédié s'est sacrifié le peu de chances qui restait au PDCI de faire valoir encore ses compétences en termes de présence sur la scène politique ivoirienne. Alors, on sait aussi que le PDCI et le FPI de Laurent Gbagbo sont en discussion pour une éventuelle alliance. Est-ce que vous pensez que cette décision que prend Bédié de se lancer dans la course, finalement, ça va surprendre au niveau du PDCI ou bien ça fait partie aussi du calcul? Ça va surprendre au niveau du FPI. Et du FPI, j'allais dire. Ou ça fait partie du calcul? Non, mais ça fait partie, pas des calculs nécessairement, mais ça fait partie du jeu politique parce que M. Henri Konan Bédié est en train d'envoyer un message au gars du FPI pour dire que, en fait, que nous allons cheminer seuls. Ou bien même si il faut trouver quelqu'un d'un commun accord, donc ça doit être ma personne. Donc c'est un message. Et cela hypothèque déjà même la suite des discussions entre les deux entités politiques parce que il s'est fait déjà porter et il a accepté jouer ce rôle dans ce qu'ils appellent cette mission à lui confier. Donc, c'est dire que l'entente ne serait plus possible entre le FPI et le PDCI pour dégager un candidat, pour faire bloc pour combattre le candidat du RHDP de M. Alassane Ouattara. Donc, c'est dire qu'il a déjà faussé les calculs par ses propres calculs. Donc, on ne doit plus s'attendre à ce que M. Bédié fasse la part belle au candidat du FPI. Donc, c'est une façon... Cela participe aussi d'une certaine ruse politique. Mais en même temps, le FPI aussi n'a pas encore trouvé son candidat puisque Laurent Gbagbo, il n'est pas très sûr qu'il rentre en Côte d'Ivoire avant octobre pour être candidat. Au niveau du parti à l'interne, on ne voit pas véritablement quelqu'un qui se dégage. Pascal Affi-N'Guessan est en rupture de banc. Il annonce son intention d'être candidat, mais on sait qu'il est très impopulaire. Du coup, c'est aussi peut-être une belle affaire pour le FPI de se joindre à Henri Konan Bédié, de négocier peut-être un poste de vice-président ou de premier ministre et de savoir qu'avec l'âge de Bédié, c'est le vice-président, le premier ministre qui va jouer les véritables rôles. Non, mais ce qu'on fait de ne pas reconnaître, c'est qu'au FPI, l'onction, pas l'onction divine, l'onction est portée ou bien est donnée par un certain Gbagbo. Oui. Donc aujourd'hui, même c'est vrai qu'au niveau du FPI, ce n'est pas encore la bonne entente parce qu'il y a des mésententes par milieu, mais du moment où M. Gbagbo ne sait pas encore prononcé, il serait difficile que les intentions soient déclarées. Et là également, il faut nuancer pour dire que M. Pascal Affi-N'Guessan avait même fait une sortie qui n'a pas bien porté. Il a clairement manifesté ses intentions s'il avait le soutien d'un certain Gbagbo. Donc il attend que Gbagbo se prononce d'abord avant de savoir quoi dire. Donc c'est dire qu'au niveau du FPI, bon, ils ne sont pas innocents, c'est qu'eux aussi, ils pensent à celui qui pourrait jouer la partition. Mais là, il y a deux FPI. Il y a le FPI Gbagbo rien et le FPI N'Guessan qui est, j'allais dire, quasiment une coquille vide. Oui, une coquille vide, mais qui pourrait également positionner quelqu'un juste pour faire le mal politique, disons, à son allié d'hier. Parce que M. N'Guessan peut aujourd'hui dire qu'il est candidat et rien ne va l'empêcher, même si lui-même, il sait qu'il ne parviendra pas au fauteuil présidentiel, mais il pourra le faire pour faire du mal à son FPI originel. Donc, il peut le faire. Mais aller jusqu'à dire que lui, il ne prendrait ou bien n'envisagerait une solution qu'avec, disons, le prononcé de Gbagbo. Donc, c'est-à-dire qu'il sait que Gbagbo est un poids. Même du côté de l'Occident, Gbagbo demeure un poids. Et que les directives de Gbagbo seraient mieux suivies. Maintenant, ce n'est pas encore là le problème. Mais le problème que crée aujourd'hui le PDCI, c'est d'avoir nommément porté un certain Henri Konan Bédié comme potentiel candidat, comme leur candidat. Donc c'est là où le jeu est déjà faussé de cette entente, de cette recherche d'entente entre le PDCI et le FPI. Donc, l'entente ne serait plus possible. Sûrement qu'au niveau du FPI, la réflexion va se faire. Peut-être qu'eux aussi, ils vont positionner quelqu'un. Ça peut être, ou ça peut ne pas être Pascal Affi-N'Guessan, mais il y a toujours des richesses
des richesses humaines au niveau du FPI. Donc ce n'est pas seulement la tête de M. Gbagbo, mais du moment où Gbagbo va donner son onction à un candidat, à un de ses hommes, donc je crois que la mayonnaise va prendre. La mayonnaise va prendre. Si Gbagbo dit aujourd'hui, je ne suis pas candidat moi-même, mais fédérons nos énergies autour de tel qui va nous représenter, qui va défendre nos valeurs, vous allez voir que la répartition des clés serait autre du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous pensez quand même que le choix aujourd'hui de Henri Konan Bédié de se lancer, parce que, disons-le, au niveau de son parti, il reste maintenant le seul candidat en liste, qui sera forcément le candidat du PDCI à la présidentielle, ça va avoir un impact sur la scène politique en général, parce que Alassane Ouattara disait entre-temps, je me retire si ceux de ma génération acceptent de se retirer. Ben, voilà ceux de sa génération qui reviennent. Ouais, mais Et lui, son défait il est mourant quelque part. Je dirais pas mourant, mais... il est malade, il rentrera pas avant les élections. Hein. Arrêtez ça, c'est une pure comédie. Gon Coulibaly a été envoyé en France pour justement aller se reposer. C'est vrai qu'Alassane Ouattara avait fait la promesse aujourd'hui, entre-temps, il y a de cela quelques temps, de ne pas se représenter. Si ces vieux de sa génération aussi prennent la même décision. Aujourd'hui, avec le retour de Bédié, je pense que ça risque de braquer le camp de M. Ouattara. Et beaucoup lui donneront raison si Ouattara revient dire demain qu'il se représente ou qu'il va aussi participer aux prochaines élections. C'est tout à fait normal. L'idée aujourd'hui, l'envie des Ivoiriens aujourd'hui, c'est de voir passer cette génération. Elle a déjà fait de son mieux. La génération Gbagbo, Ouattara, Bédié... Et tout ça là, ils ont déjà fait leur temps. Il faut relancer la Côte d'Ivoire avec un nouveau sang. Et dans les 3 grandes formations politiques ivoiriennes aujourd'hui, il y a de la ressource humaine. Il y en a. Au RDA, il y en a. Au PDC, il y en a. Au FPI, il y en a. Et donc, il faut renouveler la classe politique. Et les Ivoiriens ont envie de voir du nouveau. Et ce n'est pas avec un Bédi à 86 ans qu'il y aura du nouveau. Et donc, il faut faire attention. Ça risque de braquer le camp de Ouattara. Et demain, si des gens reviennent dire autre chose, il faut faire avec. Bédié, moi je l'ai dit samedi quand j'ai appris l'information, j'étais vraiment désolé et j'étais au même moment déçu de lui parce que je me disais il n'avait pas besoin de se mettre dans cette situation. Il a déjà donné en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il aille se reposer. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé pour qu'il puisse accepter cette soi-disant mission que lui aurait confié le Congrès qui a porté son choix sur sa personne. Mais néanmoins, comme on dit en Afrique, le pouvoir est tellement sucré que même mourant, vous vous accrochez parce que les gens ont envie de mourir au pouvoir. Alors aujourd'hui, si Ouattara, pour qui j'ai un profond respect, avec toute la considération que j'ai pour lui, j'estime qu'il ne reviendra pas sur sa décision de se présenter de nouveau, parce que c'est un homme de parole. Il a tenu à faire 2 mandats, il a promis aux Ivoiriens qu'il partira, il a positionné un dauphin, et c'est le seul qui a positionné un dauphin aujourd'hui. Je pense qu'il restera dans cette logique-là et laisser beaucoup de traces positives dans le cœur des Ivoiriens, durant son parcours politique, durant sa présence sur la scène politique et durant les 10 ans qui ont composé ces 2 mandats. Et ça fera de lui une personnalité ressource, une personnalité qui rejoindra peut-être le degré d'amour qu'ont les Ivoiriens à l'endroit de Houphouët-Boigny. Et ça fera de lui celui qui a apporté la démocratie, celui qui a apporté l'alternance, celui qui a apporté le changement de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que Bédié devrait comprendre, c'est ce que Gbagbo aussi devrait comprendre, c'est ce que ces vieux loups ivoiriens devraient comprendre pour accepter de se retirer et positionner de nouveaux sens qui sont contenus dans leurs différentes formations politiques. Voilà qui nous amène maintenant à la grande pause et nous partons pour revenir dans une dizaine de minutes.